Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. C'est l'heure de notre rencontre anarcho-sociologique avec messieurs Payne et Villemur. J'ai décidé de baptiser le segment. J'hésitais entre anarcho et punk, là, mais je savais pas qu'est-ce qui vous convenait le mieux, messieurs. C'était pas démocratique. Donc, faut choisir entre Catherine Dorion et Francis Dupuy-Derry. Et comme moi, je suis bien élevé, je vais laisser à Nick le statut d'anarchiste. C'est bon. Parce qu'il allait le revendiquer. Vous connaissez la théorie du fer à cheval, messieurs. Aux extrêmes, les mouvements politiques finissent tous par se rejoindre dans cette espèce de... Bref. On voulait parler du rapport sur Cité des Prairies. Nick Payne, une drôle d'affaire. Il y avait une culture du silence des jeunes travailleuses sociales qui ont été envoyées, je sais pas si on peut dire en pâture, mais en tout cas, bref, qui n'avaient clairement pas l'expérience et le recul nécessaire, qui se sont prêtés à des actes sexuels répréhensibles. Je commence peut-être avec toi, Nick, mais Rémi, là, tu réagis quand tu veux. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette affaire-là? Ben, en lisant le rapport d'enquête, on sort sans plus de... On n'est pas vraiment ni rassuré, on n'a pas l'impression d'y voir plus clair, sinon que, en tout cas à mon point de vue, sinon que on se dit, devant toute cette affaire-là, là, est-ce qu'on s'est bien organisé? Est-ce que le Québec est équipé pour s'occuper de ce genre de projet-là correctement? Est-ce qu'on est allé trop loin dans la philosophie à laquelle j'adhère pourtant, de la deuxième chance, de la réadaptation, et j'arrive pas à en être certain quand je vois des cas comme celui-là, parce que là, on a l'impression d'un grand party, là, puis même dans le rapport, là, il y a pas beaucoup les mots, il y a rien de clair, personne n'est nommé, on s'en tient à des généralités, j'ai envie de dire des banalités. Tu sais que Cité des Prairies avait fait l'objet il y a quelques années de reportages à la sauce très, jovialisto-progressiste dans Urbania, puis à Radio-Canada. On expliquait que c'était l'avenir de la réadaptation pour les jeunes contrevenants, puis on nous montrait la réinsertion, c'est le mot que je cherchais. On nous montrait des gentils intervenants avec des tatouages puis des barbes qui étaient chummés avec la population, on peut pas dire carcérale, mais enfin à toute fin pratique, ce sont des détenus parce que c'est des cas assez graves. Puis ce qu'on voyait déjà dans ces reportages-là, c'est que c'est une population au minimum, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans les gangs de rue, là. Alors, je me demande si je trouve que on a l'impression ici que l'État a l'air d'un gamin en culotte courte devant une cohorte de gens qui mériteraient, je pense, là, clairement, un encadrement plus serré. Puis là, je vais laisser aller Rémi, mais évidemment, il faut parler aussi de ces intervenantes et puis des abus sexuels, là, je pense que ça va de soi. Rémi, des critères d'embauche un petit peu aléatoires ou presque. On a l'impression d'avoir décerné des diplômes dans des boîtes de céréales puis d'envoyer des jeunes femmes, en l'occurrence, là, s'occuper de ces gangs de rue et tout. Qu'est-ce que tu fais de tout ça de ton côté? Mais moi, en tout respect, Francis, il y a quelque chose qui me dérange dans ta question parce que, tu vois, tu parlais de jeunes filles qu'on envoie en pâture. Et moi, je trouve que ça fait partie là, du traitement médiatique très, très ambiant en ce moment. On dirait qu'on excuse ces jeunes filles-là. Dans le rapport, non, mais je sais que tu es capable d'en prendre, là. Dans le rapport, on dit, peut-être qu'il faudrait mieux les entourer, peut-être qu'il faudrait mieux les encadrer, il faudrait mieux les coacher. Hey! Ce sont des pédophiles. Ce sont des femmes à qui on reproche d'avoir fait des attouchements sexuels à des jeunes de moins de 18 ans. Ça s'appelle de la pédophilie, ça. OK? Donc dont une est tombée enceinte, d'ailleurs, Rémi. Oui. Ben, le rapport dont parle Nick, je l'ai consulté aussi. Et ça, je trouve ça aussi un petit peu bizarre que on évite. Ça ressemble pas au rapport de l'école Bedford. Là, c'est deux situations différentes, là. Mais on dirait qu'on apprend absolument rien. Tout est caviardé dans le rapport sur Cité des Prairies. Et on parle de jeunes de 12 à 21 ans. Donc, écoute, il y a des jeunes là-dedans qui avaient 13, 14, 15 ans. Là, ça se peut. Est-ce que s'il y a vraiment des femmes majeures qui ont posé des gestes sexuels sur ces jeunes-là, moi, je voudrais qu'on parle davantage d'accusations, parce que j'écoutais Nancy Audet chez Yasmine Abdel-Fadel ce matin qui disait qu'elle avait elle a entendu parler de cette situation-là depuis mars de l'année dernière. Donc, ça fait déjà des mois que ça dure. Il n'y a toujours pas d'accusation. Évidemment, on ne nomme pas ces filles-là. Je pense qu'on n'hésiterait peut-être pas à nommer les hommes si c'était des hommes, parce qu'on le sait, il y a plein d'hommes qui ont été la cible d'allégations d'inconduite sexuelle sans être pour autant la cible d'accusations. Et on les connaît, on connaît leur nom, leur face est placardée partout à Montréal.
Donc là, est-ce qu'on n'est pas plus indulgent quand ce sont des femmes? Et est-ce qu'on n'est pas capable d'admettre que parce que ce sont des femmes, ben peut-être que ça existe aussi la malice et le mal, en fait, et que la femme est capable de ça aussi. Mais j'ajouterais un bémol, je mettrais un bémol là-dessus, moi. J'ai dit, ce serait le cas si c'est des hommes. Je voulais pas dire qu'on les nommerait nécessairement, mais en tout cas, peut-être qu'on serait plus dur avec eux. Toutefois, dans le cas, par exemple, là, il faut appeler ça une éducatrice, hein, si je comprends bien, si je lis le rapport. Dans le cas d'une éducatrice de, je sais pas moi, de 24 ans, qui finalement développe une relation avec un jeune bandit de 20 ans, 21 ans. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un abus là ou 14, ceci dit, Nick? Là, c'est autre chose. On n'a pas l'information, malheureusement. Oui, c'est ça. Alors, faudrait avoir justement d'informations sur les cas plus spécifiques, mais on ne sait pas grand-chose. Mais je me répète, mais pour moi, tout ça a l'air d'une espèce de party. Il rentrait du matériel, la drogue là-dedans, toutes sortes d'affaires. On apprend que il y a une culture du silence, puis qu'on avait peur de dénoncer parce que la direction ne nous prendrait pas au sérieux. Franchement, ça fait cours d'école. Puis j'ai l'impression que faudrait retourner sur la planche à dessin là, puis être plus sérieux avec ce genre d'installation là. Puis posons-nous vraiment la question, là. Si c'était des gars, est-ce qu'on serait en train de dire il faut mieux les encadrer, il faut mieux les coacher, il faut passer de meilleures entrevues d'embauche? Ben non, ils seraient crucifiés sur la place publique parce que ce seraient des hommes pédophiles. Ben là, il s'agit de femmes pédophiles. Donc, ayons pas peur de le dire. C'est exactement ça, la situation. On va certainement continuer de suivre cette affaire-là, messieurs. Je voulais vous entendre sur un deuxième dossier qui, moi, me chicote, en fait, depuis quelques jours. Bon, tout ce débat, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, mais sur les prières là, dans les espaces publics. Bon, il y a toutes sortes de représentations. On parlait de cet article un peu ubuesque là, de Jonathan Folco-Durand hier là, sur lire entre les lignes. Mais si on ne lit pas entre les lignes, il y a quand même ce mème là, qui a circulé sur les médias sociaux d'un homme clairement de confession musulmane là, qui dans un Ikea se pose et fait sa prière. Bon, est-ce que c'est Costco. choquant? Costco, peu importe. Mais est-ce que c'est choquant ou pas? Je ne sais pas. Puis là, évidemment, une forme de reprise dans la sphère du politique où on dit, bon, il faut interdire la prière dans l'espace public. Et là, les voix juives qui disent qu'ils vont aller prier sur la place publique pour faire valoir le droit à la prière. J'arrive même pas à me faire une tête, en fait, là-dessus. Personnellement, je ne prie pas en public. Là, je ne prie pas du tout, pour tout vous dire, mais je tiraillais entre un peu la dimension niaise de cette affaire-là, puis évidemment un volet un peu de liberté d'expression. Puis, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Peut-être Rémi, là, pour lancer le bal. Ben, je vais me confesser, moi aussi, même si je ne prie pas, je me confesse à l'occasion. Moi aussi, j'ai de la difficulté à me faire une tête parce que je m'attendais pas à la sortie de Voix juive indépendante dans les dernières heures. Je sais que le CIJA, là, qui est un organisme qu'on reçoit souvent à Cube, lui, il s'est opposé à toute forme de prière en public, quelle que soit la confession là, qui est en cause. Et je pense que c'est une position qui est plus cohérente, qui est plus en phase avec le souhait de la majeure partie de la population québécoise qui est pour la laïcité. Et là, je sais qu'il n'est pas question de laïcité, mais elle est pour la laïcité. Elle est aussi pour le fait qu'on efface dehors, là, tout ce qui est à l'extérieur des bâtiments, toute forme d'affirmation du religieux comme ça. Je pense qu'on est dans un épisode de provocation. Et la provocation, elle a commencé avec certains membres de la communauté musulmane qui sont allés prier mais dans le trafic, pour ensuite aller prier devant une église catholique. Et là, par la suite, on avait les évêques de Québec qui disaient « Attendez une minute, parce que si vous interdisez, vous allez interdire pour tout le monde. » Et là, il y a toute une solidarité comme ça des grandes religions monothéistes. On attend les bouddhistes, là. Il faut dire que ce ne sont pas une religion monothéiste aussi, mais enfin, on attend donc toutes ces religions-là qui vont s'exprimer. Regardez, le plus simple, là, ce serait de l'interdire, tout simplement. Si vous voulez prier absolument dehors, faites-le sur le terrain privé de votre monastère, de votre église, de votre synagogue, de votre mosquée. Ça ne devrait pas déranger les autres, mais ne bloquez pas le trafic, n'allez pas dans les parcs, n'allez pas devant un bâtiment qui est l'église d'une autre religion. Ça, c'est vraiment la provocation par-dessus la provocation. Mais François, si nous, on est embêtés, François Legault l'est davantage. Oui, je reste attaché à cette notion, Rémi, puis pas pour te contredire, mais de liberté d'expression. Je veux dire, qu'on bannisse, mettons, la promotion du nazisme dans l'espace public. Là. Bon, je peux comprendre qu'à un moment donné, on tire quelques lignes là, un peu à l'extrême du discours, mais de là à dire qu'on peut pas avoir une gang... Je sais pas, quand le pape est venu, là, il y en a eu de la prière dans des parcs et tout ça. Ça n'a pas fait scier personne. Bon, on est peut-être d'héritage
catholique, là, mais Nick Payne, comment tu opposes peut-être ces notions-là de ton côté? Ouais, quelle histoire. D'abord, commençons par Voix juive indépendante, là, parce que c'est très particulier. Ce sont des Juifs, mais qui sont sympathiques à la cause palestinienne. Ce sont des Juifs de gauche, là, qui s'insurgent du génocide à Gaza, entre autres. On a le droit, là, je dis pas le contraire. Mais bon, ils sont tellement pro-palestiniens et pro-musulmans qu'ils s'inquiètent. Ils ont dit qu'ils priaient en public devant le bureau de François Legault, en appui aux musulmans qui, disent-ils, sont discriminés par les politiques de François Legault. Alors, ça va loin quand même. Ça va loin. Je pense que dans ce dossier-là, pour répondre plus directement à ta question, il faut nommer les choses et prendre un pas de recul. Il y a actuellement, un peu partout sur la planète, un mouvement politico-religieux qui est lié à l'islam, il faut le dire, et qui partout revendique, demande davantage d'espace, teste les limites du droit, de la culture et éventuellement se dit discriminé ou victime d'islamophobie lorsque on s'objecte ou on proteste ou on essaie d'encadrer ou de mettre des freins ou des balises ça et là. Donc, il faut être capable de nommer ça. À partir du moment où on constate qu'il y a peut-être un début de ça là, au Québec à l'heure actuelle, on l'a vu, comme l'a dit Rémi, devant la cathédrale, là, devant Notre-Dame, franchement, là, on comprend bien que là, c'est un geste politique fort. Alors, on a le droit de répondre, d'abord, je pense, politiquement à ça, puis dire non, nous, sans convoquer la laïcité dans le débat, là, c'est autre chose, la laïcité, comme le dit si bien Rémi. Là, on est face à un problème politique. Est-ce qu'on veut ça? Et si on considère que c'est un peu trop pour nous ou c'est pas dans nos valeurs, ça, on a le droit, je pense, de s'objecter et puis de prendre des dispositions sans s'excuser de le faire en s'assurant d'effacer nos propres coutumes à nous aussi. Donc, comme j'entends à plusieurs endroits, si vous interdisez la prière pour telle confession, il va falloir aussi le faire pour telle autre. Moi, je veux même pas aller là. Je pense qu'on peut gérer ça par l'aspect politique des choses sans en faire une règle mur à mur, mais pour ça, il faut être honnête, il faut jouer franc jeu, il faut être relativement courageux aussi parce que c'est pas très agréable se frotter à des intégristes religieux. Messieurs, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Encore une fois, on se retrouve demain, même place, même heure. Vous viendrez faire un tour en studio de temps en temps. Ça fait plaisir de vous voir. Je serai en studio demain, Francis. Bon, ben j'y vais moi aussi. Bonne fin de journée. Salut.